Merci à tous les intervenants. Donc maintenant, ça va être le moment de la table ronde. On place à la parole aux experts. Donc je vais inviter Adrien Vincart qui est présent parmi nous, et puis Édouard de Boisson qui va être modérateur de la table ronde. Et par contre, on aura deux des experts en ligne parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer ce soir. On aura Thibaut Ekman et Étienne Pilin. Voilà, je vais laisser se préparer et prendre la parole. Merci. Bonjour à tous. On a pu voir, je vais lancer cette table ronde. On a pu voir qu'au cours de ces 2 dernières années, finalement, les intelligences artificielles génératives ont captivé le monde avec leur formidable puissance et surtout leur accessibilité au plus grand nombre. Et finalement, on se rend compte que la convergence entre la criminalistique numérique et l'intelligence artificielle continue aujourd'hui d'ouvrir de nouveaux horizons qui sont inexplorés, mais tout autant en présentant finalement de nouveaux défis qui sont d'une ampleur inédite. Et dans cette ère de transformation technologique, les criminels exploitent malheureusement habilement les avantages de l'open source et de l'intelligence artificielle, imposant un défi qui est constant pour nous, experts ou enquêteurs, qui s'efforçons de rester à la pointe de cette lutte contre cette nouvelle forme de cybercriminalité. Alors l'IA peut également se révéler être pour nous un allié puissant pour les forces de l'ordre et les experts, en nous offrant également des moyens novateurs finalement pour traiter toute l'avalanche des données numériques. Les algorithmes sophistiqués d'intelligence artificielle peuvent non seulement analyser d'énormes volumes de données en un temps record, mais également finalement pour nous déceler des schémas un peu plus complexes, fournissant ainsi des indications qui peuvent être cruciales pour nous dans les enquêtes, qui deviennent de plus en plus complexes. Et cette automatisation, bien évidemment, elle libère aussi pour nous, experts en criminalistique numérique, elle nous libère du temps pour la réalisation de tâches répétitives et nous permettant de consacrer également un temps un peu plus important sur des aspects un peu plus subtils et élaborés dans nos investigations numériques. Mais ces nouvelles technologies, elles constituent malheureusement une aubaine pour les criminels et nous notons finalement une nouvelle forme de criminalité. Si par exemple nous prenons l'exemple de l'IA générative Midjourney, ces 2 dernières années, elles ont clairement marqué les esprits par la génération par exemple d'images ultra réalistes à partir de simples descriptions finalement textuelles. Et les conséquences finalement, de telles avancées, elles sont frappantes. On peut le voir tous les jours, par exemple, avec la diffusion d'images manipulées du président de la République, par exemple, déguisé en éboueur lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, je vais demander à la personne, la modératrice, de passer une petite vidéo qui est un mot de notre président, spécialement pour le lancement de CY aujourd'hui. J'ai l'honneur aujourd'hui, en ce vendredi février 2024, de lancer officiellement la CY Forensic School. Je m'engage également, sur les 5 prochaines années, à verser 5 millions d'euros d'aide d'État afin d'œuvrer à la formation de nos futurs experts en criminalistique. Longue vie à la CY Forensic School. Vive la République et vive la France. Donc, je vais reprendre la parole. Vous l'aurez compris que cette vidéo est bien évidemment complètement fausse. Alors, le plus inquiétant, c'est qu'en fait, elle m'a pris simplement 10 minutes à être réalisée hier. J'ai réalisé ça dans un train en revenant chez moi. J'ai enregistré un discours à moi et j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour retranscrire les mots du président qui ont été réalisés via différents de ses discours et cette image et enfin cette parole a été apportée justement sur une de ces allocutions. Alors on peut voir que on a encore des petits progrès à faire, mais ça a pris seulement quelques minutes. Donc si on avait pris un petit peu plus de temps, qu'on avait utilisé un ordinateur et une IA un peu plus poussée, finalement, la correspondance entre la parole du président et ce qu'il peut dire serait complètement bluffante. Donc ça, c'est un petit peu voilà les nouvelles menaces que nous, on doit prendre en compte. Il y en a également certaines d'autres. Vous avez entendu parler, par exemple, de l'arnaque au président, qu'on appelle l'escroquerie au président, qui est une forme de fraude dans laquelle un escroc se fait passer, alors dans un premier temps, soit par mail ou soit par téléphone, pour une personne de confiance, souvent une autorité de haut niveau, comme un PDG, un responsable gouvernemental ou un dirigeant d'une organisation.
Et l'objectif, en fait, de cette escroquerie, c'est de tromper les victimes, souvent sur des appels ou des messages qui sont envoyés le vendredi soir, pour qu'elles effectuent des transactions financières en divulguant des informations confidentielles ou en réalisant des actions nuisibles dans l'intérêt de l'entreprise. Et la semaine dernière, en fait, cette arnaque au président, elle a pris une nouvelle tournure en utilisant des outils d'intelligence artificielle pour reproduire complètement de fausses visioconférences de plusieurs collaborateurs complètement fictifs, bien sûr, sauf un, qui a fait perdre une grosse somme d'argent à une entreprise anglaise dont l'un des employés a réalisé plusieurs virements au cours de cette réunion qui était complètement fictive et générée par cette IA. Donc ces exemples, ils mettent en avant pour nous la nécessité urgente finalement de renforcer nos défenses contre ces attaques sophistiquées et finalement 100% alimentées par l'intelligence artificielle. L'IA, malheureusement, elle peut également être utilisée pour automatiser des attaques en ligne, telles que par exemple des attaques par déni de service, dans lesquelles on va saturer des serveurs et ce qui a déjà des conséquences économiques considérables pour la société qui a été ciblée. Alors, soit ça lui ralentit en fait la possibilité de réaliser des transactions, ou soit dans un second temps, étant donné qu'elle est saturée, ça laisse en fait à l'attaquant la possibilité de contourner les mécanismes de sécurité et de mener des attaques informatiques un peu plus poussées pour bloquer la société ou demander de l'argent en crypto-monnaie. Donc ça, on le voit de plus en plus. Donc pour les forces en fait de sécurité intérieure, finalement, la lutte contre cette nouvelle forme de criminalité, elle est très importante et elle rentre également en jeu dans la préservation de la souveraineté nationale, qui deviennent des enjeux cruciaux, notamment lorsque l'IA, par exemple, elle est développée dans le secteur privé, et dans quel cas, finalement, les bases d'entraînement échappent ainsi à l'open source et à l'accès par tous à ces données. Et à contrario, on voit également que l'accessibilité à l'open source aux criminels, elle expose de plus en plus notre société à une multitude de nouveaux risques, allant bien évidemment de la génération finalement de codes informatiques malveillants, de plus en plus complexes, à la création de deepfakes d'une complexité qui est de plus en plus importante. L'IA générative a également engagé, et ça on le voit de plus en plus, hein, des effets qui sont un petit peu divergents, où alors on avait des hackers qui étaient des gens déjà chevronnés, qui ont vu dans les avancées justement de cette IA générative une opportunité finalement d'améliorer encore plus leur code informatique, ce qui rend finalement leurs attaques de plus en plus percutantes et encore plus sophistiquées. Et à contrario, on voit des délinquants novices qui n'avaient pas forcément de compétences informatiques, qui ont découvert dans cette IA générative de nouvelles opportunités pour créer des attaques en masse et des attaques qu'on pourrait dire opportunistes, qui leur étaient jusqu'alors inaccessibles sans ces outils d'intelligence artificielle générative. On a également l'utilisation répandue de toutes ces applications de deepfake pour créer, on le voit de plus en plus, des vidéos pédopornographiques en exploitant par exemple les visages d'individus innocents, des voisins, des membres de la famille. Et ça représente pour nous un défi qui est quand même assez délicat. Et les experts, dans de tels cas, on doit pouvoir affirmer ou non que le visage présent dans une vidéo qu'on va pouvoir retrouver sur un ordinateur ou un téléphone ne correspond pas à celui de la personne qui est injustement accusée. Et là, il y a de réels enjeux à ce niveau-là. On le voit également que la montée en puissance des campagnes de phishing générées par l'IA intensifie encore cette nouvelle menace cyber. Et ces attaques sophistiquées, malheureusement, engendrent des virus informatiques, des malwares qui sont encore plus agressifs, qui vont verrouiller les ordinateurs, bloquer l'accès aux données, en demandant bien sûr des rançons en crypto-monnaie. Alors, ce qui est important, c'est que les exemples récents de ransomware, par exemple, qui ciblent les hôpitaux, elles soulignent pour nous l'évolution rapide de ces menaces qui mettent non seulement en péril la sécurité des données, ça c'est quelque chose qui est bien connu, mais également en ciblant des hôpitaux ou ce genre d'infrastructures, mettent également maintenant en péril directement la vie humaine. Et ça, c'est vraiment une évolution qu'on a depuis quelques mois. On a également l'exemple des véhicules autonomes qui constituent pour nous un défi majeur. Par exemple, l'accès à un hacker de la base d'entraînement de reconnaissance des panneaux de signalisation, par exemple, peut être exploité pour altérer des véhicules autonomes. Alors, par exemple, en faisant passer un panneau stop pour un panneau 130 km/h, il y a des réelles questions.
C'est des questions cruciales, hein, pour la sécurité routière et encore une fois pour la préservation de la vie humaine. Et notre approche en criminalistique numérique, elle nécessitera donc déjà ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire d'approfondir, les données et l'analyse des données qu'on va pouvoir extraire de ce genre de véhicules connectés ou autonomes. Mais en plus de ça, il va falloir qu'on développe également des mécanismes précis d'analyse, en fait, des bases d'entraînement, pour, détecter cette nouvelle forme de criminalité. Enfin, je dirais que la génération d'informations, destinées également à déstabiliser les États à partir de bases de données complotistes mérite, également pour nous une intention, toute particulière, surtout à l'aube, finalement de l'organisation, des JO en France, du contexte, géopolitique actuel et dans 9 mois, les élections, américaines. L'intelligence artificielle, elle alimente déjà le développement, comme on l'a vu, de techniques sophistiquées, hein, comme la manipulation des médias, on le voit assez souvent, de l'opinion publique, avec des fausses informations, et finalement, ce qui rend la distinction entre l'authentique et le falsifié de plus en plus complexe. Donc en conclusion, je dirais que la rapidité des évolutions technologiques exige une formation continue des experts, ce que fait déjà CY Forensic School et ce qu'elle fera encore demain avec nos futurs experts. Elle doit, et en tout cas nous experts, on doit rester à jour dans ces dernières avancées en matière d'intelligence artificielle. Et on doit également développer une compréhension approfondie de sa possible utilisation par les criminels. Alors l'IA, on pourrait dire qu'elle façonne déjà de manière significative notre paysage de criminalistique actuel, en posant des défis, mais comme vous l'avez compris, elle offre aussi également une forte opportunité pour nous experts de renforcer nos capacités et d'améliorer nos résiliences face aux menaces numériques qui sont nouvelles et émergentes. On pourrait noter également que l'utilisation d'un cadre légal et réglementaire est forcément cruciale, hein, pour lutter contre les crimes liés à l'IA, mais cela implique de définir clairement des responsabilités légales en cas d'utilisation malveillante de l'IA et de garantir des sanctions appropriées. Alors, il y a quelques années, le droit était bien en avance sur les technologies, mais maintenant, avec cette évolution très, très rapide, on constate que finalement, c'est le droit qui est un petit peu en retard par rapport à ces nouvelles technologies. On étudie également beaucoup en gendarmerie l'aspect éthique, hein, qui aura également important. On est dans beaucoup de projets européens liés notamment à l'utilisation par les forces de sécurité intérieure européennes de tous ces outils pour respecter le cadre éthique. Et on le voit déjà avec la question posée par l'opinion publique, hein, sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, par exemple, qui pose énormément de questions lors des prochains JO 2024. Donc finalement, je dirais qu'on a besoin d'une collaboration étroite, hein, maintenant, qui est indispensable entre nous, experts en criminalistique numérique, et toute personne possédant des compétences en développement d'outils d'intelligence artificielle pour justement relever ces nouveaux défis. Donc, je vais maintenant laisser la parole à mes deux camarades, hein, qui vont vous présenter un peu plus en détail finalement la forensique appliquée et utilisant des liens étroits avec l'intelligence artificielle. Merci mon commandant. C'est peut-être un peu. Merci mon commandant. Donc je vais du coup maintenant passer la parole à Adrien. Alors, on m'a donné, d'abord merci à CY pour l'invitation. On m'a donné 10 minutes pour faire quelque chose sur l'IA, la science forensique numérique et l'enquête, ce vaste programme. J'ai essayé d'être court. Et on m'a dit, justement, dans les préparations qu'on avait eues, les échanges, c'était, voilà, on a un public qui est assez mixte ce soir. Je vais commencer par quelques définitions, et je précise qu'on ne s'est pas accordé sur les termes et certains contenus de la présentation en avance. Alors, si ça fonctionne, parfait. Et voici. Alors, on va commencer très rapidement par qu'est-ce qu'on entend par science forensique, en fait. Et je vais réutiliser pour certains en deuxième rang, ça va être un peu de redite par rapport à ce matin et il y a certaines semaines. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on entend par forensique et la science forensique. Je vais reprendre la déclaration de Sidney, et notamment son principe 6, qui est vraiment, qu'est-ce qu'on entend par science forensique? C'est ramener justement une base scientifique qui va être appliquée dans une variété de professions, une variété de fonctions, généralement reliées au crime,
ou une réponse sociale. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on va être sur une réponse sécuritaire, mais qui est aussi sociétale. On a vraiment un peu une ouverture de la science forensique à d'autres domaines. On parlait justement des deepfakes tout avant. Il y a des choses qui sont aussi sur le plan sociétal qui vont être importantes à résoudre. Et on a certaines questions que la science forensique vraiment peut essayer d'y répondre, en tout cas d'y apporter. Je reviens sur la trace également. Ça, je pense que c'est une définition que beaucoup de gens connaissent ici. On va parler de marque, signal ou objet, signe apparent, pas toujours visible et réuni, vestige d'une présence et d'une action à l'endroit de cette dernière. Un des principes clés qui va être aussi intéressant d'un point de vue de l'intelligence artificielle, c'est les méthodes. Ensuite, il faut que ce soit reproductible, non destructif, idéalement, mais aussi vérifiable. On parle de méthodes qui sont reproductibles, qui doivent être justes également. On verra justement sur l'intelligence artificielle, sur certains cas, on peut être un peu à côté. Rapidement aussi sur qu'est-ce qu'on entend par l'investigation numérique, ou digital forensic, ou forensics, dépendant, on va dire, des écoles de pensée. L'idée, c'est qu'on est vraiment sur l'identification, la récupération, le stockage et l'analyse de données électroniques. Grosso modo, du moment qu'on a une batterie, un support de stockage, ça va nous intéresser. Concernant l'intelligence artificielle, je prends une problématique que j'ai eue il y a quelques années, justement en mission à l'étranger, où on s'est retrouvé plutôt sur un contexte contre-terrorisme avec une quantité exponentielle de données numériques. On s'est retrouvé à collecter des centaines et des centaines et des centaines de téléphones, de disques durs, de papier également, la donnée papier, des dizaines et des dizaines de milliers de pages en papier, avec peu de spécialistes formés localement, des problématiques de traçabilité. On est plutôt dans un contexte, on va dire, crime de guerre, crime contre l'humanité, comment gérer. On a une temporalité également qui s'est passée. Donc déjà, on va avoir quelques problèmes au niveau de la traçabilité. Beaucoup de variétés de supports, de formats. On va avoir vraiment, je pense qu'on peut faire un inventaire exhaustif des téléphones qui existaient sur la planète. Dans le software, dans les formats de fichiers, on avait des formats de fichiers qui avaient plus de 20 ans. On a trouvé, par exemple, pré-GPS du Microsoft Autoroute, s'il y en a qui s'en souviennent encore, qui pouvaient être utilisés justement parce que pas de réseau, donc certains combattants pouvaient s'en servir pour mapper des trajets. Le problème, c'est que des fois, ces logiciels, ils n'existent même plus. Donc, comment essayer d'exploiter les données? On parle des fois de caractères, justement, on est habitué au caractère latin, l'alphabet latin, le cyrillique de temps en temps. Le problème, c'est que tous les outils qu'on a, tous ces outils aussi commerciaux dont on parle, généralement, ils sont faits pour le plus grand nombre. Donc, du coup, on va vraiment focaliser sur caractère latin, dès qu'on part sur de l'arabe, du cyrillique, du perse, du chinois. Et des fois, ça marche pas. Des fois, ils n'ont pas été testés pour, et c'est là où on va avoir quelques problématiques. Donc, on se retrouve avec une très petite équipe à gérer des téraoctets de données. Et puis souvent, ces téraoctets de données n'ont pas de sens. Pas beaucoup de sens parce qu'on se retrouve avec des milliers, des milliers, des milliers d'heures. Ça va être du multimédia. On n'a pas que du texte. On va avoir des vidéos, des images, de l'audio. Pour ça, on a essayé de se focaliser sur une technique un peu différente. On a ce qu'on va appeler e-discovery, ou la revue de données électronique en français, qui va être utilisée plutôt d'habitude dans le privé sur des cas vraiment extrêmement larges. On peut parler des cas où on a plus de 500 ordinateurs, des millions et des millions de documents. L'idée derrière, c'est principalement utilisé pour la revue d'email en général. Et ce qu'on s'est dit, c'est essayons justement d'appliquer ces techniques pour permettre de projeter les données dans un data lake, projeter les données qu'elles soient accessibles à l'ensemble des investigateurs. L'une des problématiques aussi, je dirais, sur la recherche en crime de guerre qu'on avait au départ, c'est que finalement, la scène de crime, elle est à l'échelle d'un pays sur une temporalité de plusieurs années. Donc, du coup, on ne sait pas toujours ce qu'on cherche exactement au départ. Il y a des problématiques qui peuvent survenir par la suite, et donc on avait besoin de mettre l'ensemble des documents à disposition. Et on a essayé de développer, alors c'était il y a 2-3 ans, on a sorti un papier blanc qui à l'époque, je dirais, c'était un projet, maintenant ça fonctionne. C'était vraiment de processer processer de vraiment indexer ces items, essayer de normaliser un maximum de choses, extraire le maximum d'informations. On parlait du papier tout à l'heure, faire par exemple de la reconnaissance optique de caractère, essayer d'indexer l'information. Mais ces informations, elles sont aussi des fois dans des langues qu'on ne peut pas lire, ou il y a très aussi encore un niveau d'expert encore moindre qui sait y accéder. Et c'est vrai qu'on se dit, commençons à utiliser l'intelligence artificielle pour reconnaître des objets, des endroits, extraire par exemple les images. Est-ce que cette photo, cette vidéo contient des éléments intéressants? On parle de plusieurs langues, des investigations dans plusieurs langues, d'investigations justement aussi multilatérales avec différents pays. Est-ce qu'on peut traduire ces informations? Est-ce qu'on peut transcrire le contenu vidéo, transcrire le contenu audio et essayer de l'avoir requêtable? Donc, c'est un peu l'idée, par exemple, l'une des utilisations de l'intelligence artificielle, ça a été, et c'est déjà embarqué dans la plupart des outils commerciaux aussi qui sont déjà utilisés depuis de nombreuses années,
C'est est-ce qu'on peut, pour les images, extraire? Qu'est-ce qu'on peut extraire des images? Pour les vidéos, est-ce qu'on peut transcrire la voix, la traduire? Est-ce qu'on peut extraire des topics, savoir de quoi on parle, essayer d'avoir les entités? Et pour les documents, par exemple, ça peut être les signatures, les tampons utilisés sur certains documents. Est-ce qu'on a des manières de catégoriser? L'idée, c'est si un document est pertinent, est-ce qu'on est capable de pivoter sur un autre document parce qu'ils sont similaires, parce qu'ils ont été signés par la même personne, parce qu'on parle de la même équipe, et en tout cas, essayer de voir si ça fonctionne. En tout cas, je dirais l'e-discovery, depuis quelques années, c'est des choses où l'intelligence artificielle, on en parle, c'est pas si nouveau. On peut avoir le côté de Gen AI, Generative AI, qui fait vraiment le buzz depuis un an, mais sur l'intelligence artificielle, c'est déjà embarqué dans les outils, c'est déjà utilisé depuis une quinzaine d'années. On a ce qu'on appelait TAR, à l'époque, Technology Assisted Review. L'idée, c'est on commence à revoir les documents, et puis à la fin, on peut se dire, est-ce qu'on peut pas appliquer une espèce d'algorithme qui va calculer les distances entre les documents? Et à la fin, ça peut nous dire, voilà, sur la base de ce qui est pertinent dans cette enquête, ce batch de documents-là, il est peut-être plus pertinent que celui-là. C'est pas une décision, c'est un score. Ça peut aider à prioriser la revue. Depuis 2020, également, ça explose. On peut avoir vraiment, à l'exemple de vidéo indexeur sur certaines vidéos, vous allez vraiment avoir toutes les personnes qui vont être extraites. Vous avez le nom de la personne également qui est extrait. Ce qui fait que ça vous permet, quand la personne prononce son nom, de pouvoir pivoter. Et quand on cherche, par exemple, le nom de la personne ou son alias, on sera en mesure également d'avoir les photos. Et donc, sur ce genre d'investigation, par exemple, on ne fait que des recherches par mots-clés. Ça permet d'intégrer le multimédia, d'intégrer les fichiers audio dans les mots-clés. Très rapidement encore, sur aussi, on parle d'IA, on parle de différents use cases aussi dans l'intelligence artificielle. Et l'IA peut s'appliquer, mais il y a peut-être certains domaines où l'IA est plus propice que d'autres. On va parler de la déduction. Dans la typologie de raisonnement, on parlait de Colin de Pierce tout à l'heure. Conclusion à partir des faits. On va essayer de revenir. Ça, c'est quelque chose dont l'IA, finalement, c'est une probabilité. L'IA va très vite arriver sur un modèle entraîné à savoir à peu près donner des réponses cohérentes la plupart du temps. L'induction, c'est la génération à partir de l'expérience. Pour vous donner un exemple, vous avez vu un chat qui ronronne, vous avez vu l'ensemble, vous avez plusieurs chats qui ronronnent, vous pouvez vous dire, les chats ronronnent, et le généralise. Par contre, l'abduction, on est plus dans l'espace, on observe une trace, on connaît la règle, on a la connaissance du métier. On essaye de trouver qu'est-ce qui a causé cette trace. Et là, on est dans un raisonnement un peu hypothético-déductif. On va devoir tester des hypothèses. C'est quelque chose qu'on fait de manière inconsciente. On ne s'en rend pas vraiment compte. Là, il y a vraiment besoin de tester quelque chose, combler le vide. Il faut avoir un peu d'imagination. Et à l'heure actuelle, même ChatGPT, il a encore beaucoup de mal là-dessus. Il va soit essayer d'halluciner, soit il va donner des réponses complètement à côté de la plaque. Si vous essayez, par exemple, la suite de Fibonacci, vous lui demandez de lui donner la suite de Fibonacci, vous lui dites, quel est le lien entre ces chiffres? Il va savoir vous dire, c'est la suite de Fibonacci. Si vous commencez à faire une erreur dans les chiffres, il ne va pas comprendre. Ou alors, si vous commencez à lui donner une réponse fausse, vous gérez un output faux qui ressemble à la suite de Fibonacci, il va vous dire, c'est la suite de Fibonacci, aucun problème, et il ne va pas se rendre compte de l'erreur. C'est un mode de raisonnement, et c'est vraiment le raisonnement qu'on utilise, par exemple, sur la scène de crime, sur la collecte, essayer de généraliser. Qu'est-ce qui a pu produire cet effet? Est-ce qu'on peut remonter, reconstruire des faits? Ce mode de raisonnement-là, l'intelligence artificielle, en tout cas l'IA générative à l'heure actuelle, elle a beaucoup de mal. Un exemple, par exemple, de l'abduction, vous avez la fameuse scène dans Sherlock Holmes sur The Dog That Did Not Bark at Night, le chien qui n'a pas aboyé la nuit. Et c'est justement la trace, je dirais, dans ce côté-là, c'est un peu l'absence de trace, cette information. C'est que si le chien n'a pas aboyé la nuit alors qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il connaissait. Le chien connaissait la personne. C'est une hypothèse, vous pouvez mettre. Ça, l'intelligence artificielle, elle n'en est pas encore là. Peut-être qu'on aura un discours différent dans 5-10 ans, mais à l'heure actuelle, il n'y arrive pas à y répondre. Il y a aussi quelques risques. J'aimerais revenir sur l'effet CSI, on en a parlé. Peut-être qu'il y a un effet AI aussi, ce côté un peu le wow effect. C'est mieux parce que s'il y a de l'intelligence artificielle, pas forcément. Il y a quand même quelques risques au niveau d'une surdélégation. Finalement, le lien est fait tout seul. Alors, autant, c'est pas très bien, mais on est un peu sur ce que je vais appeler du button forensic. Les gens attendent, ou c'est peut-être aussi une des conséquences de l'effet CSI. Ça se voit, tout est rapide dans les séries. Donc, on se dit, il suffit d'appuyer sur un bouton, ça va nous faire des liens, c'est parfait, on peut avancer. On a quelques soucis au niveau de la gestion de l'information. Si on cherche tout dans un modèle, on parle aussi de protection des données. Peut-être qu'il y avait des erreurs. Comment l'enlever du modèle?
Comment enlever les informations d'un modèle? Comment éviter que des informations fuitent d'un cas à un autre? On a une obligation de réponse. L'algorithme ne peut pas vous dire, je ne sais pas, il doit vous donner une réponse. Ça peut produire des hallucinations. Je ne sais pas si vous avez entendu le terme. On peut aussi dire erreur. C'est une belle manière de le mettre. On peut avoir des biais qui vont s'introduire avec l'utilisation de l'algorithme qui va dévier. Un algorithme n'est pas constant, en tout cas un LLM, donc un Large Language Model utilisé par l'intelligence artificielle ou GenAI va bouger dans le temps. Là, on n'est pas encore sûr capable d'affirmer qu'il n'y aura pas de biais qui vont s'introduire. Et enfin, je reviens un peu sur le côté, sur le début de la présentation, sur la répétabilité, la vérification. À l'heure actuelle, c'est un peu une boîte noire. On risque d'avoir quelques problèmes. J'ai deux images sur la droite, la connue avec, voilà. On peut avoir quelques problèmes de classification. Et j'aimerais revenir sur quelque chose qui est un peu plus de 100 ans maintenant, d'Edmond Locker, qui nous disait, on ne peut pas compter beaucoup plus sur les techniques pleines de promesses, mais encore inéprouvées, non finalement mises au point. Donc, c'est déjà des problèmes sur le niveau des nouvelles technologies. Il va falloir les prendre. Par contre, il va falloir bien les comprendre avant, les maîtriser. Donc, on a essayé de voir un peu à l'heure actuelle, c'était où les mettre finalement. Utiliser l'intelligence artificielle? Oui, je dirais, il faut toujours avec son temps. Et il y a vraiment un besoin aussi de décharger les laboratoires. Et l'idée, c'est où est-ce qu'on peut la mettre et quel est l'impact de la décision. On s'est dit finalement sur les petites tâches très spécifiques, par exemple dans le côté investigatif au départ, pour générer des hypothèses, détecter des liens qui ne seraient pas forcément détectés par l'humain. Essayer vraiment dans ce côté génératif, essayer de voir par exemple, est-ce qu'on ne peut pas traduire des documents, transcrire des documents, ça permet l'accès à l'information. La déclaration de signer le dit très clairement, il faudra de toute manière que ce soit vérifié par un humain derrière. Mais si ça nous permet d'y accéder, de, je dirais, réduire ce temps d'accès à l'information, le time to evidence, pourquoi pas, autant tester. Par contre, sur les côtés évaluatifs, là, c'est peut-être encore un peu tôt. Il y a aussi un dernier point un peu plus humoristique dessus, mais aussi sur, quand on dit IA, on parle de cloud derrière. Ça tombe très, très, très peu localement. Du coup, ça implique quelques problèmes. Un problème RGPD, où sont stockés les serveurs, où sont stockées les données. On parle de données d'enquête. Est-ce qu'on veut bien les céder au GAFA, les stocker sur les serveurs non basés en France? Un problème de coût également. Je prends l'exemple de Candide. Si vous voulez le traduire dans le chat GPT, c'est un bon exemple, ça va vous coûter à peu près 6 euros. C'est pas très cher, mais à l'échelle d'un service complet, si on doit le runner sur des terabytes et des terabytes de données, ça va coûter une fortune. Alors qu'on a des logiciels qui existent aujourd'hui, même des scripts développés en interne, on peut le faire gratuitement. Donc, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une intelligence artificielle pour tout? Pas vraiment. Et il y a un dernier point qu'il faut penser aussi sur le déploiement. Alors ça, c'était une image que j'ai prise justement quand j'étais au Moyen-Orient. C'est la vraie agence, c'est pas une blague, la vraie agence DHL de Bagdad. Pourquoi? Parce que on voulait développer, on avait besoin de cette intelligence artificielle, mais on n'avait pas de réseau. On n'avait aussi pas toujours d'électricité, donc impossible d'envoyer les données. Seule manière de l'envoyer, c'était de les mettre sur un disque dur et de l'envoyer par DHL. Donc aussi, voilà, certaines problématiques de coût, de bande passante, de stockage et de confidentialité à prendre en compte. Merci à vous. Merci beaucoup, Alain. Peut-être juste une chose. Alors, j'arriverai pas à le décrire aussi bien qu'en général, mais je peux que recommander le livre d'Olivier Ribaud et sa seconde édition de la police scientifique, la tracologie, spécialement si la science forensique vous intéresse. Il a de plus le mérite d'être gratuit. Il y a un open access en accès libre, ce qui est, je dirais, il faut le noter. Il faut le noter. Donc, voici, c'est tout. Merci beaucoup. Donc pour ma part, j'aimerais vous parler donc des enjeux de l'intelligence artificielle du point de vue des traces forensiques physiques. De nombreuses thématiques, de nombreux aspects de l'intelligence artificielle vous ont déjà été mentionnés. Et pour ma part, je vais beaucoup faire écho à ce qu'a dit Thibaut du point de vue des enquêtes et des menaces cyber. C'est-à-dire que j'aimerais parler de l'intelligence artificielle du point de vue de ses enjeux et de ses risques, de ses avantages et de ses inconvénients. Mais encore une fois, pour les traces forensiques physiques. Donc, comme vous le savez, qui dit trace forensique physique dit trace résultant de l'interaction d'un individu avec un autre individu ou avec son environnement, donc aussi bien sur une scène de crime qu'aux abords d'une scène de crime. Des exemples de traces physiques que l'on peut avoir sont bien entendu des traces biologiques, donc traces papillaires, traces de sang par exemple. Je peux aussi penser à des traces de pas ou même à des restes humains, des restes osseux. Quelle est la pertinence de l'IA pour l'analyse de ces traces?
Il se trouve que donc, dans la façon dont elles sont analysées, donc, notamment par des experts, donc, ce type d'analyse repose bien entendu sur des fondamentaux scientifiques, mais aussi énormément sur l'expertise de ces experts. Pardon, sur l'expérience de ces experts. Et donc, dans cette thématique, dans ce contexte, puisque les algorithmes d'intelligence artificielle sont hautement paramétrables et peuvent apprendre de données, ils peuvent en fait acquérir une certaine expérience qui peuvent par exemple venir contribuer à l'expertise d'un expert, venir asseoir sa certitude dans une certaine décision. Et voilà, d'une fois plus générale, c'est ça. Et d'autant plus que, compte tenu du fait que ces analyses reposent énormément sur l'expérience, elles peuvent venir contribuer, par exemple, ou venir apporter un avantage par rapport à des techniques, on va dire, algorithmiques ou à des logiciels déjà existants, mais pour lesquels qui ne vont pas forcément avoir les mêmes possibilités en termes de paramétrisation, et donc qui vont pouvoir peut-être avoir s'appuyer sur une logique scientifique plus forte. Donc, je fais un écho à la remarque d'Adrien sur de ce qui est raisonnement déductif. Donc, ils ne vont pas forcément avoir de résultats aussi performants de ce point de vue-là, mais peuvent encore une fois apporter une certaine expérience qu'ils tirent d'un jeu de données d'entraînement. Voilà la pertinence, en tout cas, sur papier. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour faire un parallèle avec les traces que j'ai pu mentionner, c'est-à-dire que par exemple pour l'analyse des traces papillaires, donc qui est une analyse d'image, ou l'analyse, par exemple, la morpho-analyse des traces de sang, qui cette fois, si je peux le qualifier de cette façon-là, repose sur l'analyse d'image et ensuite leur remise en contexte dans une scène en 3D, ou encore de l'analyse des restes osseux qui sont faits par des anthropologues forensiques et qui, elles, reposent donc soit sur la prise et l'analyse de mesures, ou également l'analyse d'images ou de modèles 3D. L'implication de l'intelligence artificielle peut tout à fait prendre son sens. Encore une fois, sur papier. Donc, un des premiers risques en fait, que j'aimerais mentionner, c'est la pertinence de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire dans quel contexte doit-elle être appliquée? Il y a énormément d'aspects à mentionner de ce point de vue-là, et plus que je ne peux en mentionner en 15 minutes. Mais donc, bien entendu, il y a la prise en considération des données d'entrée et de sortie, et ça, je l'ai déjà évoqué. Donc, par exemple, pour les traces papillaires, c'est applicable dans la mesure où les données d'entrée sont quelque chose qui peuvent être gérées par l'intelligence artificielle, et pour lequel donc, la donnée de sortie, qui est à définir, peut être aussi exploitable. Et quand je dis exploitable, il faut bien penser au contexte d'utilisation de cette intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a-t-elle vertu à être utilisée par un expert directement? A-t-elle être vertu à être utilisée d'une façon complètement non supervisée? Auquel cas, donc, le résultat de cette intelligence artificielle, que ce soit une valeur, par exemple scientifique, une grandeur, un nombre réel, disons, une probabilité, une autre quantification, ou si c'est un texte, par exemple, un rapport qui est pré-généré, on peut l'imaginer par exemple avec de l'intelligence artificielle générative. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que cela répond vraiment aux attentes de ce genre de système? C'est une question très large. Quand on parle de pertinence aussi, je vais faire d'autres échos à ce qu'a dit Adrien, du point de vue du scope en fait, de l'algorithme. Donc, on a mentionné le fait que on peut avoir cette fausse perception du fait que on s'attend à ce qu'un algorithme, par exemple, on appuie sur un bouton et on a un résultat directement. Mais en fait, dans la conception de l'algorithme, de nombreuses questions se posent, notamment le fait de déterminer si l'intelligence artificielle, si la méthode que l'on choisit, doit être utilisée de façon intégrale. C'est-à-dire que est-ce que l'algorithme que l'on propose de bout en bout, en fait, ne contient que de l'intelligence artificielle? Va-t-on au contraire essayer de remplacer, on va dire, de certaines parties d'un algorithme existant par de l'intelligence artificielle, par exemple, pour combler certaines de ces failles? Et parmi ces failles, je dirais peut-être la capacité d'apprentissage, encore une fois, et de paramétrisation que j'ai mentionné au début de mon intervention. Donc, on va dire tout ce qui est débat sur la pertinence et le scope de cette intelligence artificielle. J'ai parlé aussi donc de l'utilisation d'algorithmes existants, mais donc il faut bien comprendre que dans certains des exemples que j'ai mentionnés, et prenons par exemple la morpho-analyse des traces de sang, qui est peut-être un peu moins connue que les autres que j'ai pu mentionner. L'analyse qui est faite par l'expert et qui est proposée, on va dire, au système de justice criminelle, est le résultat de plusieurs étapes. Donc, bien entendu, il y a l'expertise
l'analyse de l'expert en lui-même, mais souvent il y a l'utilisation d'autres outils, d'autres technologies. Je pense qu'on pense bien entendu à la collecte, enfin les outils liés à la collecte de la trace en elle-même, mais même à son analyse. Par exemple, dans la morphoanalyse des traces de sang, tout dépend des environnements de travail. Peut-être que certaines personnes de l'audience trouveront des contre-exemples à ce que je dis, mais beaucoup de services utilisent des logiciels pour le calcul en fait de ce qu'on appelle la zone de convergence en fait de plusieurs traces de sang. Donc, en tout cas dans l'état actuel des choses, il convient à l'expert de faire une certaine analyse donc de la trace de sang, de la sélection même des traces de sang qui sont analysées, et ensuite l'expert fait reposer en tout cas une partie de son analyse sur un algorithme qui effectue une certaine tâche. Quel est le lien avec l'intelligence artificielle? C'est que ces calculs, il faut prendre en considération de la tâche qui est effectivement faite par l'algorithme dans un premier temps, de telle sorte à savoir si l'intelligence artificielle peut être pertinente pour, encore une fois, se substituer complètement à ce genre d'algorithme ou simplement à une partie de l'algorithme en question. Et donc, de ce point de vue-là, encore une fois, donc on peut se dire que la règle générale est relativement simple, c'est-à-dire on pense qu'il faudrait plutôt substituer, disons, l'intelligence artificielle sur les aspects de paramétrisation et de prise en compte donc de multiples paramètres, et plutôt de laisser la place, par exemple, à d'autres algorithmes qui reposent sur des bases plus scientifiques, plus robustes, pour tout ce qui est la résolution scientifique du problème. Donc, par exemple, pour les traces de sang, je pense, par exemple, calcul trigonométrique, s'il doit y en avoir, ou méthodes plus avancées, je pense notamment modélisation de la dynamique des fluides. Voilà. Autre risque, c'est le fait que, me semble-t-il, dans un cadre opérationnel, les possibilités des algorithmes d'algorithmes autres que des intelligences artificielles ne sont pas encore forcément complètement explorées. J'ai pris exprès l'exemple de la morphoanalyse des traces de sang, parce qu'encore une fois, à ma connaissance, les algorithmes existants sont très simples et sont même on va dire, ont une certaine marge de retard par rapport à ce qu'il est déjà connu et établi dans d'autres disciplines forensiques. Par exemple, bien qu'il y ait des travaux scientifiques qui aient été faits dans ce domaine, donc la modélisation de la dynamique de la goutte ou des multiples gouttes de sang, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'est pas encore fait ou qui n'est pas encore utilisé dans un cadre forensique établi, qui va être utilisé par un expert. Donc du coup, d'où la pertinence, d'où l'intérêt de se dire quelle doit être la stratégie de développement de ce genre d'intelligence artificielle. Est-ce que l'on considère qu'on va essayer d'appliquer de l'intelligence artificielle pour se dire que l'on en fait et ne pas explorer d'autres pistes? Il y a une réelle considération à prendre de la valeur à ajouter de l'algorithme à l'utilisateur final, qu'il soit donc, un magistrat, si on considère que c'est le cadre d'utilisation de ces intelligences artificielles, ou que ce soit un expert, par exemple. Donc, premier problème, la pertinence. Deuxième problème aussi sur lequel je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail, c'est l'interprétabilité des résultats. Adrien a également mentionné le fait qu'il doit être possible de vérifier les résultats ou vérifier le travail fait par une intelligence artificielle, pardon. Quand on parle de vérification, à mon avis, il y a deux aspects à prendre en considération, c'est-à-dire non seulement la vérification des résultats, mais aussi de la démarche qui est suivie par l'algorithme. Donc, comme j'ai pu le montrer, donc, il y a le rôle de l'intelligence artificielle et aussi les tâches qui peuvent être effectuées par d'autres types d'algorithmes. Est-ce que l'on considère que la démarche de l'algorithme est suffisamment vérifiable pour être utilisée dans un certain contexte? Encore une fois, c'est une question ouverte que je pose et qui à prendre en considération en fonction du contexte d'utilisation choisi de l'intelligence artificielle. Et auquel cas, peut-être faut-il privilégier des stratégies d'implémentation qui sont incrémentales ou qui visent dans un premier temps à remplacer certains aspects d'un algorithme existant et de limiter aussi les répercussions possibles d'une mauvaise utilisation de l'algorithme en faisant systématiquement en sorte que les résultats de l'algorithme soient vérifiés par un expert. Mais ceci dit, quid, encore une fois, de la vérification de la démarche de l'algorithme? Surtout parce que même si elle est faite par un expert forensique, souvent, bien entendu, ces experts sont compétents dans l'expertise humaine qui concerne, par exemple, l'analyse d'une trace physique, mais pas forcément dans l'intelligence artificielle en elle-même. Forcément impossible d'être un expert dans tous les domaines.
Et donc, sur ce point de vue-là, j'aimerais faire un parallèle avec le concept de boîte noire, hein, qui bien entendu est évoqué. Bien entendu, donc j'ai envie de dire que même c'est encore un problème, le fait que ce soit une question qui, en tout cas de mon expérience, divise un peu la communauté scientifique, puisque du point de vue donc des développeurs, des chercheurs en intelligence artificielle, enfin en apprentissage automatique, devrais-je dire. Donc, bien entendu, il faut bien comprendre qu'on a une connaissance de la façon dont ces algorithmes sont programmés, de la logique qu'ils doivent avoir. Il y a derrière des décennies de recherche, donc on a une connaissance de ce que l'algorithme fait. Donc, en ce sens-là, on pourrait justifier du fait que ce n'est pas une boîte noire. C'est pas forcément mon avis, hein, mais j'aimerais en tout cas partager cet avis avec vous. Mais d'un autre côté, et c'est en cela que, par exemple, l'avis des end-users ou des experts peut se justifier, c'est une boîte noire en cela que, encore une fois, la démarche précise que l'algorithme suit pour l'analyse d'une donnée en particulier peut être excessivement à suivre. Pourquoi? Parce que cette démarche-là est propre non pas seulement à la structure en fait, de l'algorithme qui est explicable, mais encore une fois à la paramétrisation de l'algorithme qui a été faite. Et ce que j'appelle paramétrisation, dans le domaine, on appelle ça simplement entraînement. Et donc, c'est en cela que l'avis que ces algorithmes sont des boîtes noires est complètement justifiable. Donc voilà, c'est quelque chose à mon avis un problème qui divise la communauté scientifique et pour lequel, à mon sens, il n'y a pas de réponse absolue. De certains points de vue, ça peut justifier, de l'autre, moins. Et je pense que c'est aux chercheurs et aux utilisateurs finaux, par exemple les chercheurs en forensique, de se poser la question de savoir quel compromis trouver ou comment venir définir si un algorithme est vérifiable, si la démarche est vérifiable et si elle est suffisamment vérifiable. Mais ça, à mon sens, c'est encore un débat ou un problème ouvert. Un autre problème que j'aimerais mentionner, c'est les problèmes en fait de standards et de contrôle qualité. Donc, comme vous le savez, il y a de nombreux contrôles qualité qui existent déjà dans le secteur forensique, aussi bien du point de vue de l'environnement de travail que du laboratoire, que de l'expertise humaine. Et je pense notamment donc à tout ce qui est accréditation, test de compétences. Qu'en est-il des outils qui sont utilisés par ces experts, notamment s'ils sont d'ordre, on va dire, algorithmique ou logiciel? À mon sens, et comme ça a été mentionné par Adrien, donc, de nombreux algorithmes d'intelligence artificielle ne sont pas développés avec l'optique d'être utilisés en sciences forensiques. Ils sont développés pour des applications très générales, hein, qu'on parle d'IA générative ou même d'IA plus conventionnelle. Je pense réseau de neurones convolutionnels. Sont-ils développés avec les exigences, avec une complète prise de conscience des exigences forensiques? Pour moi, je dirais que clairement la réponse est non sur cette question-là, en tout cas à l'heure actuelle. Mais tout ce que ça veut dire, c'est que c'est un problème qui est à prendre en considération et pour lequel il y a des solutions à trouver. Et je pense que la réelle portée du risque ici, c'est de se dire qu'il est facile de potentiellement faire confiance à un algorithme ou se dire que tiens, son résultat peut être dans une certaine mesure vérifiable, mais de se dire que bon, bah, sa démarche n'est pas forcément établie avec la prise de connaissance du secteur forensique et des contrôles qualité qui doivent être appliqués. Pareil, sa gestion du risque va être complètement différente. Je vais passer sur le dernier risque que je pensais, mais je pensais notamment à la notion de responsabilité qui doit aussi être évoquée et gérée avant qu'un algorithme doit être mis en production, hein. Mais je vais laisser ça de côté et peut-être qu'il y aura des questions dans l'audience qui pourront remettre ce genre de problème sur la table. Mais en résumé, ce que j'aimerais dire, et je fais beaucoup écho à ce qui était dit par le premier intervenant, donc le fait que l'intelligence artificielle, aussi bien du point de vue des traces physiques que d'autres applications forensiques, représente d'énormes possibilités qui sont non explorées, mais il y a aussi de nombreux risques et challenges qui restent et qui, selon moi, devraient être géré ou abordé avant la mise en production de ce genre de système pour des applications forensiques. Et selon moi, c'est aussi non pas que la responsabilité des chercheurs, des développeurs de ce genre de système, mais aussi aux acteurs du secteur forensique de s'approprier donc les caractéristiques de ce genre d'algorithme, aussi bien les avantages que les inconvénients, de telle sorte à devenir des prescripteurs ou au moins être force de proposition des spécifications de ces algorithmes, encore une fois pour une utilisation forensique. Voilà, je vous remercie. Bravo. Merci, Étienne.
Voilà. C'est sur les questions-réponses pendant un quart d'heure. Donc, on a vu que là, on a clairement vu avec les 3 débats qu'on est en train de définir la notion d'opposabilité des données qui seront analysées, collectées, des résultats, des modèles, des standardisations. Si on transpose avec le secteur du BTP, quand vous avez un litige entre plusieurs sociétés, avec une mairie, avec une communauté urbaine, on va faire des carottages, on va faire des tests en laboratoire et tous ces tests sont standardisés, ce qui veut dire que le résultat des tests n'est pas opposable, sauf à ce que la partie adverse, avec un avocat spécialisé, finance elle-même un autre laboratoire qui peut contredire les premiers résultats. Et là, ce qu'il vient de dire, c'est exactement ça. Il va falloir qu'on standardise toute la méthodologie de cette donnée qu'on va avoir à la fin et qu'elle soit non opposable ou très faiblement opposable aux avocats adverses qui, eux, vont forcément dire la méthode n'est pas bonne, la donnée a été corrompue, l'algorithme est imparfait, etc., etc. Et puis là, on parle d'une zone française, mais il y a la zone internationale. Donc, la standardisation doit aussi s'ouvrir. Voilà. Donc là, tous les sujets ont été bien développés. Donc, je félicite nos 3 intervenants. Bravo à vous. Et maintenant, on va faire tourner la parole pour ceux qui souhaitent poser des questions à nos 3 intervenants ou à l'un d'entre eux. Voilà. Ah, il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. J'ai 2 mauvaises questions. J'ai l'impression qu'il y a effectivement ce que tu viens de dire, Edouard, des personnes qui sont un peu complètement, j'imagine, corrompues. Je veux dire, hein, il faut le contexte, justement, du point de vue d'utilisation des algos, il y a une question du pilotage et lorsqu'on est étonné, on sait qu'il faut un peu de nettoyer. Et la deuxième question que j'ai, par rapport au dernier intervenant, c'est par rapport au fait qu'il mentionnait la modélisation, si je me rappelle, de la dynamique de groupe. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser des IA, des algorithmes d'IA, justement pour simuler cette dynamique? Alors, pour la première question, pour la seconde, c'est Étienne, c'est clair. Ou peut-être pour les deux, je ne sais pas. Et il me semble que c'était vraiment en lien avec mon intervention. Bien, on y va. Merci. Bien entendu, tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes et ça doit être. C'est une question ouverte. Hein. Est-ce qu'il y a un rôle, par exemple, pour l'intelligence artificielle dans le cadre de la morpholyse des traces de sang? À mon sens, oui. Et d'ailleurs, ça a déjà en partie été fait. Mais je ne pense pas forcément à la modélisation de la dynamique des fluides, mais plutôt simplement à la reconnaissance de la trace en elle-même, pour faire simple. Il y a d'autres méthodes scientifiques qui peuvent s'appliquer pour la modélisation de la dynamique des fluides. Je pense notamment à la méthode des éléments finis, qui c'est cet exemple-là en fait auquel je pensais quand j'ai mentionné le fait qu'il y a des méthodes scientifiques qui existent déjà dans certains domaines et qui sont très connues. Je pense notamment pour tout ce qui est modélisation physique, la méthode des éléments finis, par exemple, peut tout à fait se justifier pour cet aspect-là de l'analyse. Mais je dirais pour l'intelligence artificielle, personnellement, je le mettrais plutôt sur la reconnaissance de la trace en elle-même. Parce que c'est là qu'il y a vraiment peut-être la prise en compte de nombreux facteurs différents et qui sont potentiellement difficiles à contrôler, qui doivent être faits. Est-ce que j'ai à peu près répondu à votre question? Peut-être pour compléter rapidement aussi sur la première partie, il y a aussi quelque chose à avoir en tête, c'est qu'on ne contrôle pas la trace. La trace, elle arrive, on la prend comme elle est, on pourra en faire ce qu'on peut en faire. On verra certainement une version encore dégradée par rapport à ce qu'elle est. Et on est un peu bloqué avec ça. On parle d'entraînement de modèles, etc. Mais généralement, une investigation, un cas est quand même très spécifique et on veut le reproduire, c'est un peu compliqué. Il y a aussi quelque chose, si je fais un parallèle vraiment avec plutôt le côté industrie data, enfin vraiment pur, il y a une règle qui dit et qui est claire. En anglais, garbage in, garbage out. Si vous rentrez des données mauvaises, vous aurez des résultats mauvais. C'est pas un bouton magique, malheureusement. On peut l'utiliser pour détecter des liens plus rapidement. Mais si la donnée est de mauvaise qualité, incomplète, on aura des résultats de mauvaise qualité et incomplets. Merci. Une autre question, peut-être sur les tiers de confiance, pour les émissions la vidéo de M. Macron tout à l'heure, notre président. Si des vidéos officielles sont accréditées par un tiers de confiance numérique, est-ce que ça peut éviter aussi, dans certains cas, ce genre de choses? Et du coup, renforcer l'intérêt du forensique? Par mon commandant, ou toi, ouais. Là-dessus, c'est un peu ce qu'on disait, il y a un intérêt, et je pense que c'est justement, déjà on se pose ces questions, je pense que pas tout le monde se les pose à l'heure actuelle,
il y a un intérêt, et je pense que c'est l'intérêt, je reviens sur la déclaration de Sydney également, c'est cet intérêt d'ouvrir un peu la science forensique à autre chose que la police, mais vraiment plus d'un point de vue sociétal. On parle de confiance, on parle, là, à la fin, c'est une confiance dans la société. Est-ce que je peux avoir confiance dans l'information qui est transmise, qui m'est transmise via des canaux? Ah, oui, bah, si on pourra avoir la question juste après ou le commentaire. Mais en tout cas, c'est ce côté, voilà. Comment on peut faire? Est-ce que la science forensique peut s'ouvrir pour justement créer de la confiance dans la société, assurer cette intégrité de l'information, ce qu'on observe est vrai, ou en tout cas, dans quel degré quel degré de confiance on peut lui donner? Je pense que là, il y a un intérêt à jouer d'un point de vue sociétal. On voit d'ailleurs aussi, hein, on commence à avoir des experts forensiques qui sont embauchés dans des sociétés, des organisations gouvernementales, type par exemple Amnesty, sur justement de la vérification. On peut avoir également tout ce qui est source ouverte. Finalement, ce qu'on observe est potentiellement vrai. On peut parler aussi de policiers. Si on regarde, il prend une dizaine d'années, 20 ans, les matrices de classification de l'information, 3x3, 3x4, en fonction de la source. Est-ce que la source que je regarde est potentiellement pertinente, me donne jamais des informations vraies, et je dirais la vraisemblance de l'information? Un article dans Le Monde, généralement, on peut quand même lui donner plus de confiance, même si le sujet a l'air un peu ubuesque, on pourra se poser des questions. Par contre, si vous lisez quelque chose, un inconnu vous dit dans la rue, le nucléaire est tombé sur Bruxelles, bon, très bien, je vais vous dire que vraisemblablement faux. Et je pense que c'est un peu ça où là-dessus, on peut aider à catégoriser, justement, via les techniques, via les méthodologies forensiques, mais essayer de les sortir un peu de ce côté très réponse à incident, à sécurité, mais vraiment de les ouvrir à la société. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez des questions en ligne. C'est soit vous prenez la parole, soit on lit les questions dans le Messenger. Je vais voir si je peux accéder au Messenger. Il y a eu des questions qui ont été posées là-haut? Je vais lire la question si merci. vous voulez. Oui. Alors du coup, c'est donc Franck Respineau qui pose la question: comment confronter le changement d'échelle des traces qui nous environnent et que nous collectons, rendu exponentiel par les traces numériques et les transformations numériques, nos sociétés et la normalisation, voire le principe 6 qui ne vise pas la seule cour de justice. L'intérêt de l'IA ne serait-il pas ailleurs? Je pense, j'en attendais pas moins. Merci. Non, merci. Je pense justement, on revient dessus. Et c'est voilà, encore aussi à réfléchir, peut-être sur rajouter un point sur la question des données. C'est est-ce que finalement, il faut tout connecter, ou en tout cas, si on collecte tout, qu'est-ce qu'il faut analyser et peut-être prioriser derrière. Et là, c'est le choix est ouvert. On a d'autres questions, oui. Alors, quel peut être l'impact de l'IA par rapport à l'acte de nous qui vient d'être publié avant-hier? Et puis après, j'ai pas vu la suite. Donc, quel peut être l'impact de l'IA EU Act qui vient d'être adopté au Conseil européen en matière de normalisation? Il y a 300 pages. En français, je l'ai vu. C'est les problématiques justement qui sont actuelles. On travaille dessus justement pour essayer de voir quel type d'algorithmes peuvent être utilisés. On parle par exemple, alors là, je vais faire sortir un peu du monde très forensique, mais par exemple sur des relations bancaires, par exemple sur les sanctions internationales. Est-ce qu'on peut utiliser l'IA pour essayer de détecter si une personne est potentiellement sous sanction ou fait on va dire, une société est potentiellement sous sanction, sous embargo? C'est assez restrictif. Après, je pense que c'est une bonne chose, ça permettra vraiment d'avoir un contrôle. L'idée, c'est que il y a plusieurs catégorisations entre entre on va dire de risque très bas à risque très haut. L'avantage, c'est que moi, ça donne un cadre et on va pouvoir avancer là-dessus. Par exemple, sur toutes les applications au risque qui vont concerner les données de santé, qui vont concerner la décision faite par l'algorithme, et on sort l'humain. Moi, il y aura toujours la possibilité de demander à ce que le cas soit revenu humainement et sortir de l'algorithme. Donc, ça donne au moins un carcan. On pourra voir comment il faut l'apprivoiser maintenant. Mais au moins, on a une ligne directrice, on va dire, en tout cas, on a une ligne glissière pour avancer. Oui, donc le secteur privé s'équipe lui aussi de ses propres systèmes d'IA et de forensique. Un grand groupe comme LVMH, vous doutez bien que ils vont aussi avoir leur propre système, leur service de sécurité. Et donc, par rapport aux 4 catégories de l'IA Act, entre autres, ils ont un nivellement des systèmes de sécurité en intérieur de chez eux qui dépendent de dangers économiques que ça peut leur donner. Donc, par exemple, ils sentent qu'ils ont une menace de 20 millions d'euros sur la propriété intellectuelle,
ils vont mettre 1 million d'euros sur la table sur un service avec des logiciels et des méthodes. Voilà, donc ces 4 niveaux qui ont été signés par Breton et le Parlement, c'est à peu près du même acabit, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, on sait quel va être le danger qu'on peut recevoir et donc on va mettre en face les moyens et les logiciels appropriés. Voilà. Alors après, moi j'avais une question plus générale, c'était est-ce qu'il va y avoir des juges formés pour analyser les résultats forensiques? Est-ce que ça va être nécessaire? Parce que sinon, ils ne pourront pas prendre de position entre deux experts, ou ça va être très difficile. C'est déjà le cas. Voilà. C'est déjà le cas. Ouais. C'est le cas. En matière Merci, Wayne. En matière de juridiction, c'est toute la difficulté, en tout cas la difficulté que nous avons en France, c'est la compréhension par le juge des résultats dont il doit se nourrir pour construire la preuve. Parce que contrairement à ce que tout le monde croit, en tout cas les élèves, nos étudiants le savent maintenant, ce ne sont pas les experts qui présentent une preuve, c'est juridiquement, c'est le code de procédure, ce sont seulement les juges et le juge d'un tribunal avec, lors d'une cour d'assises, les jurés, qui soulèvent la preuve. Le reste, on n'apporte que des éléments indiciels et matériels, mais on va se nourrir le juge. Toute la difficulté est, effectivement, est-ce que les juges sont formés à l'expertise? Non. Est-ce que c'est une compréhension? Et au-delà de ça, c'est comment l'expert va présenter ses conclusions. Un expert, je donne un domaine qui est quelques regards qui s'allument quand je dis ça dans la salle. La douane, on demande l'analyse à un expert. Quel est le profil? Est-ce qu'on peut sortir un profil de cette trace? Je peux sortir un profil et je peux l'analyser. Et en plus, il correspond soit à la mise en cause, soit à la victime, soit à quelqu'un qui est flag. Très bien. La conclusion, elle est bonne. Quand l'expert va au-delà dans ses conclusions en disant si la parole, ce profil mise en cause, ce qui montre que la mise en cause a une action, a un lien avec l'action criminelle, il va au-delà sa mission d'expert, il influence le juge qui va faire un ciel, qui va développer finalement la conclusion de l'expert. Je ne suis pas expert en bio, si on dit, si c'est son métier, il va le faire. Et pourquoi on a souvent affaire à des experts qui ne sortent pas du laboratoire, ils n'ont jamais vu de cette crime, ils ne savent pas que les transferts croisés, secondaires, tertiaires existent, et ils vont être porteurs et influencés juge pour une conclusion et la construction d'une preuve qui ne sera pas la bonne. C'est toute la difficulté que l'on a dans notre droit, mais pas que dans notre droit, c'est international essentiellement. Voilà. Oui, oui. Tout à l'heure, quand on avait le développement de notre commandant, moi, ça m'a fait penser en fait à des experts psychiatriques qui en fait vont émettre un avis, sauf que là, il y aura un peu plus d'éléments concrets, mais c'est pas une preuve tangible pour une décision finale, dans certains cas. Et il y a ce qu'on appelle l'interconnexion. C'est vrai qu'il y a, je rebondis aussi par exemple sur le rôle du forensic advisor, par exemple aux Pays-Bas, où on va avoir un forensicien généraliste de la trace qui va être avec le procureur, avec le magistrat, pour justement l'aider sur des sujets compliqués comme ça devient technique. Finalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Que lire du rapport? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, on peut pas être expert de tout. Je vais reprendre les mots d'Étienne. On peut être expert sur tout. Par contre, est-ce qu'on peut se faire aider et en tout cas avoir vraiment un rôle de conseiller forensique pour déjà savoir, même d'un côté, demander une expertise, finalement, pour savoir qu'est-ce qu'on peut demander, il faut le savoir, il faut le connaître. Et d'avoir justement des forensiciens, je dirais, de l'autre côté, pour pouvoir conseiller la justice sur comment faire, quand le faire, comment le faire, et est-ce que l'information qu'on reçoit, est-ce qu'on attendait ou non, ça peut être assez utile. Donc, je dirais que ça sera un premier point aussi à avoir. Tout à fait. Je te rejoins pleinement à deux titres. En France, on a mis en place, et c'est la gendarmerie qui a commencé avec les coordonnateurs des opérations criminalistiques, qui sont là pour conseiller à la fois, certes, les enquêteurs. Il ne faut pas oublier qu'eux aussi,
son OPJ, donc avec cette connaissance de l'enquête, mais apporter une lecture des résultats au magistrat. Là, ça se fait parfois, certains magistrats, certains juges acceptent, des procureurs acceptent le dialogue, il n'y a pas de problème. Mais ça ne fait pas le juge ni la construction de la preuve. Il y a un article dans le Code de procédure pénale qui prévoit des conseillers scientifiques mais dans des domaines très restrictifs tels que la santé. Vous en parlez, c'est pour ça que j'y reviens. Informatique, numérique. Donc là, c'est intéressant et ils peuvent se faire aider, justement, c'est sur les juridictions spécialisées et ils peuvent se faire aider par bons experts qui vont les aider à comprendre les résultats, les interpréter d'une manière beaucoup plus scientifique, de façon à ce qu'ils puissent avoir une décision derrière qui se rapporte le plus de la réalité scientifique. Mais c'est très important, hélas, et pourtant c'est le code de procédure pénale. Il y a un point peut-être aussi, on est peut-être trop souvent dans notre labo ou derrière nos écrans, et il y a le point comme forensicien de sortir, peut-être on va dire, je vais prendre une expression qui vient du domaine de la donnée et qui venait un peu le data evangelist, on peut le dire un peu sur forensic evangelist aussi, sur ce qu'il y a peut-être besoin d'aller, on va dire, approcher les personnes avec qui on travaille finalement, mais qui nous connaissent très peu, qui savent très peu ce qu'on fait, et essayer vraiment d'avancer, essayer de démarcher en disant voilà ce qu'on peut faire, dans quel cas on peut le faire, quelles sont nos limites, mais n'hésitez pas, en tout cas la porte est ouverte. Enfin, je pense que ça c'est aussi, surtout en tout cas dans le domaine informatique peut-être encore plus, où vraiment c'est très peu finalement ce qu'on fait. Mais ça c'est, en tout cas je vous encourage aussi à ce second rang, n'hésitez pas à y aller et à poser des questions et aller faire poser des questions. Merci. Moi, je dirais, alors en l'an 2000, je pense que vous étiez aussi dans cette histoire, les premiers PKI, les premières signatures électroniques avec la ville, plusieurs villes parisiennes qui étaient à fond sur ça. Et là, je me dis qu'avec Forensic, il va falloir aussi créer des standards, des normes et les faire valider au niveau juridique, au moins au niveau du préfet, si ce n'est au niveau national, voire au niveau européen, parce que ça va permettre du coup de banaliser, de standardiser des processus scientifiques qui vont devenir du coup communs. Ils seront validés et donc ils seront plus irréfutables que des méthodes reconnues par 2 ou 3 tiers. C'est une piste, hein, l'assurance qualité et la normalisation, c'est une piste. Mais derrière, il faut qu'elle soit réellement verrouillée, robuste, solide, et elle-même qu'elle ne puisse pas être contournée par une IA criminelle. Il y a la souris. Plus le problème de la singularité derrière, ce que vous disiez, où on crée des nouvelles choses. L'IA par elle-même crée des choses qu'on mettra du temps à chercher et à trouver. Est-ce qu'il y avait plus de questions? Il y a peut-être des questions dans la salle? Des petites mains qui se lèvent ou des grandes mains? Ça ne remet pas. Voilà. Écoutez, je laisse la parole à... Voilà, vas-y, à toi. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'intervention. Thibaut, merci. Merci. Merci pour vos interventions. C'était très intéressant. Donc là, on va passer... Ah, il y a une question. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah oui, bonjour. Non, mais je suis désolé que les intervenants soient partis, surtout Adrien. Parce que je suis un peu étonné de ce que j'entends à l'assurance qualité. On a encore les derniers travaux, entre autres de Neutevoom. Dans Neutevoom, il y a Willis, il y a aussi Roux, etc. Puis il y a ici d'autres publications antérieures, des travaux de recherche qui ont été effectués. L'assurance qualité, est-ce que c'est pas un cache-sexe? L'assurance qualité, lorsqu'on voit entre l'affichage et puis son exécution, on peut très fortement se poser la question sur l'aspect purement rhétorique plutôt que l'aspect véritablement pratique. Alors, je n'ai pas dit qu'elle était inutile, elle permet en tout cas au minimum d'aspirer une certaine confiance, pas nécessairement vis-à-vis des juristes ou des magistrats qui comprennent pas grand-chose, mais éventuellement sur les échanges de données entre laboratoires. Mais est-ce que le problème qui n'a pas été soulevé une seule fois n'est pas plutôt celui de la formalisation plus que la normalisation et surtout de la transparence? Et à aucun moment ce terme n'a été utilisé. De même, il y a une focalisation sur la Cour de justice, sur le juge, alors que, et d'ailleurs Adrien Trincard l'a
l'a quelque peu bien soulevé. La première question à se poser, c'est quel est le rôle justement de ces outils technologiques. Et ces outils technologiques ont avant tout un rôle justement investigatif, de permettre de réduire l'univers des possibilités. Lorsqu'on arrive sur ce problème de l'individualité, des peines et des poursuites, de l'individualité de l'acte et de la garantie des libertés individuelles à la phase finale du procès pénal, est-ce qu'on n'est pas en train de couper un peu les cheveux en quatre alors qu'on n'est pas du tout cette maturité à l'heure actuelle? Voilà, juste une question. Je vais essayer d'y répondre. Déjà, je suis assez d'accord. Enfin, pour moi, à l'heure actuelle, j'irais sur avec la casquette investigative, on peut essayer. Casquette évaluative un peu plus compliquée. Il y a la question, c'est aussi comment on veut le faire. Je pense qu'à l'heure actuelle aussi, par exemple, on parlait de la revue de l'intelligence artificielle. On n'a pas encore, je dirais, le guide. Les guides de comment finalement vérifier, ils sont en cours de création. On essaye de les faire. On y réfléchit toujours. Et ça, c'est en cours. Donc vraiment, je pense qu'on est trop tôt pour, en tout cas, c'est mon avis personnel pour utiliser l'IA et pour encore parler de l'assurance qualité avec l'IA. Pourquoi pas pour, par exemple, aller un peu plus loin, en fait, une revue finalement, non s'arrêter. Est-ce qu'on est toujours dans le contexte investigatif? Est-ce qu'on pourrait pas utiliser de l'IA justement pour et si on continue encore un peu l'enquête, est-ce qu'on aurait des moyens de découvrir d'autres choses pertinentes? Si non, dans ce cas-là, on pourrait peut-être s'arrêter. Si oui, continuer. Mais en tout cas, sur la partie évaluative, ça reste encore, je dirais, on est aux prémices. Merci Adrien. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, Franck. Dans tous les cas, Oui, il n'y a pas de souci. J'ai juste soulevé la question que c'est pas la peine pour l'instant de. Pas la peine. Les questionnements existent, hein, mais je suis pas persuadé que le Saint Graal de l'assurance qualité permettra de se rétablir avec nos juristes. C'est tout. Merci. Merci.